détruire cette confiance. Alors, deux points. Hein, 2 points. Je vais essayer d'aller peut-être un tout petit peu plus vite. Si le prérequis de la confiance n'existe pas, comment la rétablir? Alors, il ne peut pas s'établir dans le système hiérarchique actuel. Dans la hiérarchie, dans les collectifs de travail hiérarchisés, si la confiance n'est pas là, on ne peut pas la rétablir. Ça peut être un souhait, en disant, rétablissons la confiance, faisons l'hypothèse de la confiance, réengageons. C'est absolument impossible. Il n'y a pas de capacité dans l'organisation hiérarchisée de rétablir la confiance en tant que telle si elle est devenue si faible qu'elle n'est plus opératoire. L'injonction de la confiance ne fonctionne pas. Allons-y les petits gars, ou faites-vous la confiance, c'est absolument inopératoire. Le problème, c'est de déplacer. C'est d'engager un processus initial de déplacement des groupes hiérarchisés, d'abord vers un groupe de pairs. Il faut construire les groupes de parole, établir des groupes de pairs, c'est-à-dire de groupes hors hiérarchique. Parce que c'est sur la base de cette parole que va pouvoir se reconstruire un point de vue professionnel, que va pouvoir se réélaborer un point de vue professionnel, et qu'alors ce point de vue professionnel pourra être réintroduit dans les collectifs hiérarchisés. Et tant que ces points de vue professionnels ne sont pas construits d'une façon suffisamment forte, de telle manière que soit distingué ce qui relève de la personne, ce qui relève du travail, tant que les questions de travail n'ont pas été socialisées à un point tel qu'elles ont été formalisées, élaborées, il n'est pas possible de discuter de cela dans les situations hiérarchisées. Ça ne marche pas. En d'autres termes, il y a besoin, à travers de ces groupes de pairs, de faire en sorte que l'échange à travers la parole conduise à un processus d'élaboration d'une posture, d'un point de vue professionnel. Simplement, ça ne peut pas se faire spontanément. Ce n'est pas parce qu'on mettait les pairs ensemble, un groupe de pairs ensemble, que ceci va se mettre en place. Il y a besoin de la présence d'un tiers. Ce tiers, ça peut être quelqu'un d'interne à l'entreprise, ça peut être quelqu'un de la DRH de l'entreprise, ça peut être quelqu'un de consultant interne, ça peut être quelqu'un d'extérieur. Il nous arrive, nous, à TEMI, d'être mis dans cette situation de terrain. Je pense que vous aussi, pour certains d'entre vous, consultants, chercheurs. En d'autres termes, il faut une posture de tiers, la présence d'un tiers. La présence d'un tiers va avoir 2 fonctions essentielles. La première fonction, c'est de faire en sorte que l'élaboration de points de vue professionnels arrive à se construire en déplaçant les enjeux des personnes vers le travail. Il faut absolument tenir la ligne de conduite du déplacement, de la personnalisation des conflits ou des enjeux ou des difficultés vers les difficultés rencontrées dans le travail, dans la coopération. En d'autres termes, il y a tout un travail d'écoute et de réélaboration de ce qui est dit pour établir une distinction entre la personnalisation des enjeux ou des difficultés avec la socialisation de ces difficultés au sein du travail de la coopération. C'est le premier élément, la première tâche, la première ligne de conduite du tiers dépersonnalisé, socialisé en les renvoyant aux enjeux de coopération. Le deuxième élément, et pour accompagner ce processus, tenir cette ligne de conduite qui n'est pas facile à tenir, le deuxième élément, c'est apporter des éléments de compréhension de ce qui se joue, apporter des éléments de compréhension sur la base des sciences du travail ou sur la base de l'état de l'art d'un certain nombre de professions, ergonomes, psychologues, autres. En d'autres termes, il y a ici les éléments un appui à travers l'apport de connaissances pour être capable de faire en sorte que ces éléments de connaissances soient des points d'appui à la construction des points de vue professionnels. Troisième dimension, les points de vue professionnels ne sont pas forcément homogènes. Il y a toute chance, au contraire, qu'au sein des pairs, la diversité des expériences les conduise à développer des points de vue hétérogènes. Et il y a nécessité de reconnaître cette hétérogénéité des points de vue professionnels. La recherche de la cohésion, de l'homogénéité, en réalité, est une fuite par rapport aux enjeux.
Les enjeux du travail sont forcément contradictoires. Les obstacles rencontrés dans la coopération sont forcément des obstacles qui présentent des contradictions, et le rapport qu'ont les uns et aux autres à ces obstacles n'est pas forcément neutre et généralement pas le même. En d'autres termes, il doit être organisé une confrontation, pas confrontation au sens violent du terme, mais ces lieux, ces groupes de pairs, ces groupes de parole, sont des lieux de confrontation de points de vue professionnels. Il s'agit donc à la fois d'élaborer les points de vue professionnels, d'accompagner leur élaboration et leur confrontation. Et c'est une fois... et dernier aspect de cette confrontation doit permettre de faire émerger des pratiques de construction de règles, des pratiques de construction de référents, de pratiques de construction de cadres qui vont permettre ensuite aux acteurs professionnels de converger et de dépasser les contradictions qui existent entre eux. Il y a donc ici, si vous voulez, dans la constitution de ces groupes de pairs, 4 éléments essentiels à avoir en tête. La question de la parole comme un mode d'élaboration de la pensée, la question de la présence du tiers, la question de l'élaboration contradictoire des points de vue professionnels, de leur confrontation, et enfin l'émergence, le soutien à l'émergence d'un cadre de référence. C'est une forme, sur un plan économique, que l'on appelle d'institutionnalisation de règles en convention. C'est une fois que ce travail est fait, que les points de vue ont pu être construits, alors que ces points de vue peuvent être rapatriés dans les collectifs hiérarchisés, c'est-à-dire dans les espaces où les espaces de décision dans l'action, mobilisent les responsables hiérarchiques. C'est qu'une fois que ce travail a pu être fait, alors que le processus peut être rapatrié et que la confiance pourra être construite dans les groupes hiérarchisés. Mais ça demande aussi une posture spécifique des managers à l'intérieur des équipes hiérarchisées. C'est-à-dire, ça demande une compréhension de la part des managers de la différence entre la coordination et la coopération, une compréhension de la différence qui existe entre le prescrit et le réel, de la nécessité de la coopération pour prendre en charge le réel, autre que le prescrit, donc en décalage avec le prescrit. En d'autres termes, ça demande que le manager sorte d'une position lui-même de non-confiance, au sens où cette position défensive, adossée au contrôle, adossée au respect des règles, doit être capable d'engager une posture autre, c'est-à-dire de mettre en jeu, à travers sa présence dans les situations, d'être capable d'être un apport de ressources, une transmission d'expérience et un rôle de transmission de connaissances. Alors, une fois que ce travail est accompli, les éléments de confiance peuvent être renouvelés au sein des collectifs hiérarchiques. Voilà le premier aspect que je voulais dire. Comment passe-t-on de la non-confiance à de la confiance? Deuxième dimension, c'est le renforcement de la confiance. Alors, je vais aller un petit peu plus vite, parce que je vois que le temps passe et qu'on peut garder une discussion. Jusqu'à quelle heure? C'est 7h30, François? Jusqu'à 7h30 hein? On peut avancer pas plus mal. Bon, alors, si ça peut avancer pas plus mal, je vais essayer d'aller plus vite. On peut revenir vous dans la discussion. Parce que le point essentiel, c'était comment rétablir de toute façon la confiance. Renforcer la confiance, c'est donc trouver les moyens de faire en sorte que l'engagement de la confiance dans la coopération, de manière récursive, se développe au fur et à mesure que les processus productifs sont mis en œuvre. Le point clé, c'est l'évaluation. Le point clé, c'est la capacité de mettre en œuvre des procédures d'évaluation. Pas d'évaluation individuelle, pas d'évaluation des personnes, d'évaluation de la coopération. Il y a besoin d'évaluer la coopération dans le travail. Alors ça peut se faire, ça ne peut pas se faire tout le temps, ça se fait dans des moments particuliers. Vous pouvez comprendre que l'évaluation est ici un investissement, c'est un investissement immatériel, ça demande donc des dépenses financières, ça demande du temps, ça demande pour les personnes, pour le tiers. Ça peut se faire à l'occasion d'un incident, de tension, ça peut se faire à la demande d'une direction, ça peut se faire à la demande de responsables de service, et ça se fait dans un moment spécifique, dans un temps donné,
Et ces dispositifs d'évaluation de la coopération sont essentiels pour faire remonter les difficultés du travail, pour être capable de mettre les difficultés, les obstacles, les belles contraintes du travail, et notamment de la question de la coopération, sur la table, pour en discuter. Pour en discuter, pourquoi? Et pour pouvoir être en situation de développer des pratiques déontiques, c'est-à-dire des pratiques de constitution de règles, des pratiques d'innovation et des pratiques de professionnalisation.